Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Hector, j'aurai le plaisir d'animer cette conférence du Vent se lève. Avant d'en venir au thème de ce soir, le concept de totalitarisme, j'aimerais vous dire en quelques mots ce qu'est le Vent se lève. Nous sommes un média d'opinion en ligne, fondé en 2016 et qui porte notamment l'ambition de combattre l'hégémonie culturelle néolibérale. Pour ce faire, nous publions chaque semaine plusieurs articles, des articles de fond, des entretiens, et nous organisons, comme ce soir, des conférences. Nous fonctionnons de manière entièrement bénévole et c'est pour cela que si vous avez des compétences, que la conférence de ce soir vous donne envie de participer au projet, n'hésitez surtout pas à venir nous voir à la fin de l'événement pour nous proposer votre aide. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez également nous soutenir par un don. Comme je vous l'ai dit, le Vent se lève s'attelle maintenant depuis plusieurs années à combattre la domination des idées néolibérales et nous avons pu constater, comme beaucoup, que si ce néolibéralisme se maintient, en dépit de la dégradation des conditions de vie qu'il provoque, c'est en partie grâce à une véritable fabrique du consentement, pour reprendre l'expression de Noam Chomsky. Si le système médiatique a bien sûr un rôle très important dans cette fabrique du consentement, nous pensons que le concept de totalitarisme participe également à diffuser l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à l'austérité, au marché, au capitalisme. Puisque toute alternative à notre monde porterait en elle la potentialité d'un crime de masse. Et j'en veux pour preuve la conclusion que donne François Furet à son livre « Le passé d'une illusion », dans lequel il écrit donc à la fin « Nous voici condamnés à vivre dans le monde où nous vivons ». D'autre part, le problème que pose le concept de totalitarisme est d'ordre scientifique. Alors que la notion est au cœur des programmes scolaires, qu'elle est fréquemment employée dans le débat public, une grande partie des historiens actuels l'ignorent, voire la rejettent. Ils reprochent au totalitarisme d'être une abstraction, ne décrivant que superficiellement le nazisme, le stalinisme ou encore la Révolution française, dont une historiographie maintenant très diffusée en a fait la matrice du totalitarisme. Et il se trouve que nous avons la chance d'avoir avec nous un historien et une historienne pour discuter de ce concept et de ses enjeux, à savoir Sophie Vanish. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et spécialiste de la Révolution française. Bonsoir et merci de votre présence. Bonsoir. Ainsi que Yoann Chapoutot. Vous êtes professeur des universités en histoire contemporaine à Sorbonne Université et spécialiste du nazisme. Bonsoir et merci également de votre présence. Une première question peut-être pour vous, Yoann Chapoutot. On ne trouve dans vos ouvrages récents ni le mot totalitarisme, ni l'adjectif totalitaire, sauf, pour être précis, dans un passage de Libre d'obéir, mais avec des guillemets. Selon vous, la catégorie totalitarisme ne permet qu'une appréhension simpliste du régime nazi, en vertu de laquelle il se serait imposé, pour reprendre votre expression, par la sainte alliance du micro et de la matraque. Vous expliquez, par exemple, dans vos travaux, que la catégorie homme nouveau, élément clé du concept de totalitarisme, est inopérante dans le cas du nazisme, puisque le nazisme se pense comme un retour à l'homme germanique. Du reste, en replaçant le nazisme dans la société occidentale de l'époque, tout sauf exemple de racisme, d'eugénisme, de colonialisme ou de darwinisme social, vous montrez indirectement l'arbitraire qu'il y a à ne comparer le régime nazi qu'à l'Union soviétique. Pour autant, peut-on, selon vous, sauver le concept de totalitarisme? N'y aurait-il pas une valeur heuristique qui permettrait de découvrir par la comparaison des formes de violence spécifiques au XXe siècle? Ou faut-il tout simplement en finir avec cette notion, du moins pour ce qui est du nazisme? Merci pour votre question. Disons que le terme de totalitarisme peut être utile comme opérateur de comparaison, mais à ce titre-là, il y en a d'autres. Le terme de régime, le terme de pays, le terme de structure, le terme d'État. Donc c'est un opérateur de comparaison. Toute comparaison est légitime, donc de fait, oui, on peut comparer nazisme, stalinisme, fascisme, mais aussi démocratie libérale. Enfin, évidemment qu'il y a une vertu heuristique. Cela dit, elle est obnubilée, cette vertu heuristique, par la très forte connotation de ce terme, qui est lié à une histoire particulière. On va y revenir sans doute. C'est un terme qui a été forgé, le terme de totalitarisme, par des antifascistes dans les années 20 pour désigner
assez adéquatement, au fond, l'ambition du projet fasciste, qui était une ambition d'arraisonnement de toute la vie sociale, culturelle, voire intime à l'État. Et c'était formulé ainsi par Benito Mussolini. Et il se trouve que par un effet de judo, si vous voulez, conceptuel, qui est assez courant en histoire, les gens qui étaient stigmatisés par ce terme, donc les fascistes, l'ont employé, se le sont approprié pour se désigner eux-mêmes. Et c'est très fièrement que le fascisme italien s'est paré de ce terme de totalitarisme et s'est affirmé totalitaire. Dans le cas du stalinisme, c'est un terme intéressant aussi parce que la présence de l'État dans la phase stalinienne, c'est-à-dire la phase socialiste, dans le séquençage en fait marxiste ou marxiste-léniniste de l'évolution historique, la présence de l'État est forte, elle doit être renforcée pour assurer la domination du prolétariat sur la bourgeoisie. Très bien. Dans le cas du nazisme, là, c'est plus délicat parce que on a vu donc la centralité de l'État et très grande importance de l'État dans le concept de totalitarisme. Or, les nazis sont des anti-étatistes convaincus. Ce sont des gens qui veulent détruire l'État, qui le disent et qui le font d'ailleurs. Qui, dès février 1933, affaiblissent considérablement les structures étatiques en Allemagne, qui sont un héritage vénérable et important de la tradition stato-prussienne depuis le XVIIe siècle. Et ils affaiblissent l'État au profit de nouvelles entités qu'ils appellent des agences qui, à leurs yeux, ont des qualités que l'État n'a pas. En l'occurrence, l'État, c'est un corpus de normes et un corps de fonctionnaires, corpus de normes dépassés aux yeux des nazis et corps de fonctionnaires qui ont la mauvaise éthique professionnelle d'appliquer ces normes-là. Donc il faut vraiment dépasser le stade de l'État, qui par ailleurs est une entité considérée comme étant trop lourde, trop peu mobile, trop peu agile, puisque c'est un terme déjà qui est employés à l'époque, au profit d'agences qui sont affectées à un thème particulier, dotées d'un projet, d'un budget, d'une mission, et qui sont censées être non pérennes, contrairement à l'État. Et on voit proliférer les agences très rapidement, dès février 1933. Autre élément, vous l'avez cité, de définition du totalitarisme comme projet, comme ambition, c'est volonté de forger un homme nouveau, au sens d'individu nouveau. Et ça, c'est tout à fait avéré dans le cas fasciste comme dans le cas stalinien, mais pas non plus, une fois encore, dans le cas nazi. Les nazis n'ont que faire de l'homme nouveau, ils n'en veulent pas, c'est pas du tout leur ambition, c'est pas du tout leur propos. Ils veulent opérer ce que j'ai moi appelé une révolution culturelle, mais une révolution au sens pré-révolutionnaire du terme. Ils détestent tellement la Révolution française, les nazis, qu'ils emploient le terme révolution au sens pré-1789, c'est-à-dire au sens étymologique du revolvere latin, du retour à l'origine, de cette espèce de salto arrière vers la Germanie des forêts, vers la prime origine de la race nordique, etc. Donc l'archétype biologico-humain nazi, ce n'est pas du tout un homme nouveau, une forme de projection. L'archétype, c'est l'archaïque. C'est le retour à l'origine. Donc, dans cette mesure-là, l'homme nouveau n'est pas non plus un critère intéressant. Donc, c'est dans cette mesure-là que les historiens du nazisme n'emploient jamais le terme de totalitarisme. Jamais. Vous lisez Kershaw, vous lisez Christian Ingrao, vous lisez Nicolas Patin, vous lisez moi, personne. Et on n'a même pas l'idée de l'employer parce que, en l'occurrence, ça ne sert à rien. C'était pas du tout. C'est pas du tout pertinent pour saisir le projet nazi. Il y a aussi cette idée que le totalitarisme véhicule l'idée donc d'une maîtrise, d'une domination totale sur une société. À titre de projet, pourquoi pas, mais à titre de réalité, jamais. Même dans les pires moments du nazisme ou du stalinisme, ce n'est pas avéré. L'histoire sociale l'a surabondamment montré. Je me souviens d'un article de Yann Kershaw en 1995 intitulé « L'introuvable totalitarisme ». Yann Kershaw avait participé pendant longtemps
un grand projet qu'on appelle le Bayern Project, hein, un projet d'étude sur la population bavaroise sous le Troisième Reich. Et il avait montré, avec ses collègues, toutes les marges de manœuvre, de liberté, ce qu'on appelle les Handlungsspielräume en allemand, c'est-à-dire les domaines d'action possibles d'une société qui, de fait, n'est pas mise en coupe réglée et qui n'est pas soumise à une domination. D'autant plus dans un État, une région comme la Bavière, où il y a une forte culture catholique traditionnelle, avec déjà une société ou une parasociété catholique préconstituée, qui n'a pas besoin de la contre-société nazie. Donc, bon, et ça, c'est quelque chose que, bien auparavant, la soviétologie avait montré. Si on fait un petit peu l'histoire de ce concept de totalitarisme, on a vu la naissance en Italie, chez les antifascistes, la reprise par les fascistes, et après la Seconde Guerre mondiale, enfin, dès les années 30 et 40, à vrai dire, hein, la science politique américaine se saisit de ce concept pour, de fait, poser une équivalence entre fascisme, bon, rapidement la question ne se pose plus trop, nazisme et stalinisme. Et donc ainsi stigmatiser l'URSS. Bon. La soviétologie américaine s'est évidemment emparée de ce concept-là, sauf qu'au moment du premier dégel au début des années 60, les soviétologues américains ont pu commencer, d'une part, à voyager en URSS, à discuter avec des collègues, à aller sur place, à lire des travaux, et à se rendre compte qu'on avait une conception très naïve, très mécanique et parfaitement inadaptée du concept de totalitarisme, et qu'il était inopérant pour désigner ce qu'était la société soviétique. Alors, certes, il y a des moments de domination atroce avec la Grande Terreur, etc., mais précisément dans une période khrouchtchevienne de dégel, les soviétologues américains eux-mêmes devaient constater étaient bien forcés de constater qu'on n'était pas sous la botte cloutée du NKVD en permanence. Donc là encore, l'histoire sociale et l'histoire des sociétés a montré que les sociétés sont quand même assez largement indépendantes des projets politiques claironnés par les uns ou les autres. Et évidemment, ça a eu un effet de rejeu sur l'historiographie du nazisme en Allemagne, qui, à partir des années 60 également, a commencé parallèlement à s'intéresser à l'histoire de la société allemande, non plus seulement l'histoire des structures, l'histoire des institutions, mais l'histoire de la société, et a montré que la société vivait quand même assez largement sa vie, indépendamment des glapissements de tel ou tel orateur de radio ou de meeting. Et donc tout ça a contribué à fortement relativiser la pertinence de ce concept-là, de telle sorte que aujourd'hui, je le dis, mes collègues, vous lisez Nicolas Werth aujourd'hui aussi sur l'URSS, Nicolas Werth n'emploie jamais le terme de totalitarisme. Et nous sommes tous d'accord, les uns avec les autres, pour se dire que le totalitarisme comme concept est lui-même, à soi-même, un objet d'histoire. Et il nous permet de faire une histoire politique du XXe siècle, au fond. Avec son origine antifasciste, sa reprise fasciste, son histoire de guerre froide, et puis ensuite tous les développements, évidemment, liés à la Révolution française. Sophie va en parler. Donc, en soi, c'est un objet intéressant, mais comme concept théologique, si vous voulez, c'est autotélique, en fait, ça parle de soi. Mais comme concept heuristique, qui nous permettrait un gain de compréhension, de connaissance des phénomènes qu'on est censé étudier, là non. Voilà. Merci beaucoup.